Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Philippe Fontana, avocat, pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Philippe Fontana. Bonjour André Berkov, merci pour votre invitation. Écoutez, c'est une invitation vraiment non seulement méritée, c'est prétentieux de ma part, mais c'est une invitation qui devait avoir lieu depuis que j'ai lu votre livre, La vérité sur le droit d'asile. Vous êtes avocat, Philippe Fontana. Je rappelle que vous êtes auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. D'ailleurs, vous en parlez par rapport à une certaine réunion avec Gérald Darmanin. Et puis celui du ministère de l'Intérieur aussi, justement, à propos de cette réunion. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit votre livre, c'est un peu comme on entend le député de Mayotte, Mansour Kamardine. On se dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Ce n'est pas, il est minuit, docteur Fontana, mais est-ce que c'est pas trop tard? C'est-à-dire moi je voudrais que on dise l'état des lieux. D'abord parce que vous savez, le droit d'asile, évidemment, la France, pays des droits de l'homme, la France qui doit accueillir, tout ça, on le sait, on l'a dit. Mais quand le réel frappe à la porte, ce que je dis souvent, et je voudrais qu'on rappelle l'état des lieux par rapport à il y a encore 1 an, encore 10 ans, Philippe Fontana. Où en est effectivement en France le droit d'asile? Combien de personnes arrivent? Combien de personnes régulières ou surtout irrégulières? Parce que c'est ça le problème. Où on en est de ce point de vue-là? Alors, nous en sommes à 156 000 demandes d'asile en France en 2022. Mais en fait, vous résumez très bien la difficulté du droit d'asile en France parce que vous mélangez le caractère régulier et le caractère irrégulier. La plupart des demandeurs d'asile arrivent en France de manière irrégulière, mais le seul fait qu'ils demandent l'asile leur confère un caractère régulier à leur séjour. Et c'est cette dichotomie que j'expose dans mon livre. La première dichotomie, c'est celle entre le caractère sacré de l'asile et son dévoiement massif dans des proportions jamais égalées en France aujourd'hui. Je vous rappelais ce chiffre de 156 000. En 2012, vous n'aviez que 61 000 demandeurs d'asile. Donc c'est un chiffre qui va s'aggravant. Et surtout, aujourd'hui... On est à 122, on était à 61. On est à 156 000. 156 000. 156 000 en 2022. Et en 2012, on a été à 61 000. En 10 ans, le chiffre a été multiplié quasiment par 3, puisqu'on attend 200 000 demandeurs d'asile dans notre pays en 2023. Aujourd'hui, on a les chiffres donnés par l'Union européenne et par Frontex. Le nombre d'irréguliers qui traversent la Méditerranée centrale a augmenté de 300%. Il va y avoir sans doute cette année une augmentation de la demande d'asile quasiment dans les mêmes proportions que dans l'année 2015, l'année qui a vu 1 million de personnes arriver dans l'Union européenne. Donc la situation est dramatique et la réponse des autorités étatiques n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Pourquoi? Parce que nous sommes corsetés par un certain nombre de règles et en outre, les associations, comme le disait le député de Mayotte, font tout pour promouvoir le dévoiement du droit d'asile. Vous en parlez dans votre livre, et d'ailleurs nous allons en parler en détail, parce que effectivement, honnêtement, le tableau est préoccupant, et c'est une litote. En fait, le tableau est dramatique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, soi-disant, on fait des choses, vous savez, puisque ces mystères nous dépassent, feignons de les organiser, comme disait Cocteau, et on a l'impression que voilà, ça tourne, et votre livre, vraiment, il est passionnant et je le recommande aux éditeurs, aux résistants de Sud Radio. Regardez ce qui se passe. Et quelque chose est là de façon étonnante, et je voudrais qu'on parle tout de suite de cela, Philippe Fontana, c'est la mainmise de l'Union européenne sur les politiques nationales. Alors, le terme de mainmise n'est pas totalement inexact, mais c'est surtout l'asile est devenu une compétence partagée. Or, on peut difficilement sortir de ce corset juridique que nous impose l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui se rendent aujourd'hui au Danemark et qui rentrent de visite ex-bodier en disant voilà, le Danemark a trouvé la solution au traitement de l'asile.
Mais pour que la France suive l'exemple danois, on en parlera, Oui. encore faut-il que les Français eussent voté contre le traité de Maastricht en 1992. Les Danois ont voté contre le traité de Maastricht et ça leur a permis de déclencher une négociation et d'obtenir une clause de opt-out qui leur a permis de ne pas appliquer les dispositions en matière de sécurité intérieure et de justice, donc d'asile. Donc le Danemark a la liberté entière de faire ce qu'il veut. Ah oui. Et donc quand ils vont dire célébrer les vertus du Danemark, il dit oui, mais le Danemark a voté, c'est ça. Le Danemark n'est pas sujet aux réglementations européennes. Oui, non seulement ils le font avec frénésie, Ouais. mais c'est un véritable leurre. Vous parliez de désespoir. En fait, ils contribuent à désespérer nos concitoyens. Parce qu'il y a des solutions qui existent, les solutions danoises, il y a des solutions qui existent, les solutions hongroises. Le Danemark est en dehors du corset européen, et la Hongrie en est à peu près 6 ou 7 manquements, parce qu'ils refusent d'appliquer la législation européenne sur l'asile. Mais vous savez, la Hongrie a des résultats absolument spectaculaires. En 2015, il y avait 175 000 demandes d'asile en Hongrie. Vous savez combien il y en a eu en 2020 ? 90. Ah ouais. 90. Drastiquement baissé. Drastiquement. Or, la Hongrie démontre bien qu'il n'y a pas de corollaire entre le droit d'asile et la migration, comme nous le font croire les associations en France. Pourquoi ? Parce que la Hongrie a besoin de travailleurs. La Hongrie fait venir des travailleurs étrangers, le plus souvent d'Extrême-Orient, mais la Hongrie ne supporte pas le dévoiement, ne supporte pas l'hypocrisie et ne supporte pas le fait accompli. En France, on est devant un fait accompli. Vous avez une personne qui rentre sur le territoire national de manière irrégulière. Il suffit qu'elle demande l'asile en France pour qu'elle soit hébergée et pour surtout que son séjour devienne régulier. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est formidable, c'est cette tartufferie sémantique, tout à fait institutionnalisée ou presque. Et on va tout de suite en reparler après une petite pause avec Philippe Fontana. À tout de suite, restez avec nous. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Philippe Fontana sur son nouveau livre La vérité sur le droit d'asile. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Avec Philippe Fontana, l'avocat Philippe Fontana, et un livre tout à fait choc, au bon sens du terme, La vérité sur le droit d'asile, paru aux éditions de l'Observatoire. Philippe Fontana, peut-être mettons un peu les choses au point et les mots MOTS sur les mots MAUX. On confond trop souvent ou très souvent droit d'asile et immigration. Quelle est la différence parce qu'elle existe et en quoi fait-elle les effets et les conséquences que l'on sait ? Bon, on peut reprendre le préambule de la Constitution qui a été cité par Gérald Darmanin dans sa dernière interview aux Parisiens en début de semaine. Tout homme persécuté pour son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Voilà, tout est dit. La Convention de Genève... C'est dans la Constitution. C'est dans le préambule de la Constitution. Vous savez, on est en 46. Ça, ouais. On est sorti de l'oppression nazie. Et le législateur, le constituant, a souhaité qu'on vienne rappeler les droits élémentaires. Bien sûr. Le droit au travail, le droit à l'éducation, et il rappelle le droit à l'asile. C'est un droit sacré depuis l'origine du monde. Les Grecs l'appliquaient, les Romains l'appliquaient, l'Église catholique l'a appliqué, l'État l'applique depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est sacramentel l'asile. C'est quelque chose auquel nous sommes tous attachés. C'est une infusion. On sait que l'étranger persécuté, D'ailleurs, lorsqu'on reprend le texte biblique, et tu connais l'étranger parce que toi-même tu as été persécuté en Égypte. Vous savez, il y a ce sens de la persécution qui rend l'étranger sacré. On l'accueille parce qu'il est persécuté. Donc, il y a le préambule de la Constitution. Il y a aussi la Convention de Genève de 51 qui dit que toute personne persécutée a raison, ça c'est très important, a raison, pour ses opinions politiques,
en raison de sa race, en raison de sa nationalité, en raison d'un certain nombre de critères, eh bien, elle a le droit à l'asile. Alors, la difficulté, c'est que l'asile a été de plus en plus étendu et a été étendue à la protection subsidiaire. La protection subsidiaire, elle couvre une catégorie beaucoup plus large que les demandeurs d'asile. Par exemple, toute personne qui est confrontée à une situation de violence aveugle issue de la guerre peut venir demander une protection subsidiaire en Europe. C'est exactement le cas du Syrien. Ouais. Qui est à Alep. D'asile. Enfin, ça rentre dans les droits d'asile ou pas? Ça rentre dans la protection internationale, mais il n'est pas aussi fort que le droit d'asile. Mais ça a permis l'entrée d'un certain nombre de personnes sur le territoire de l'Union européenne. D'accord. Et alors justement, continuons comme ça, et après ça s'est étendu, jusqu'au jour où, quand même, et on va parler des associations, on ne sait plus où mettre le curseur. Le curseur, on a l'impression que le curseur a été jeté dans la rivière et que voilà, quand Rocard dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais justement, où ça s'arrête? Alors justement, je cite Michel Rocard dans mon livre parce que la déclaration de Michel Rocard, qui est connue par tout le monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, elle vient justement sur le sujet de l'asile. Bon, il faut rappeler quelques chiffres. En 1973, il y a 1600 demandeurs d'asile en France. 1600. Oui, 1600. Ouais. Et ils en bénéficient tous. C'est-à-dire toute personne qui demande l'asile en bénéficie. Aujourd'hui, j'ai rappelé le chiffre, il y en a 156 000. Mais la différence, c'est qu'auparavant, c'était des Espagnols qui sollicitaient l'asile, c'était des Basques qui sollicitaient l'asile, c'était des Chiliens. Les Chiliens qui ont sollicité l'asile après le coup de Pinochet en 1973, ils venaient en France parce que toute personne sait que la France est la patrie des droits de l'homme. J'ai relu récemment la promesse de l'homme de Romain Gary. La promesse de l'aube, oui. La promesse de l'aube. Vous voyez Romain Gary qui vient en France parce qu'il est persécuté en raison de sa judéité, soyons clairs. Il est persécuté par les Cosaques en Lituanie. Il vient en France et il discute en français avec sa maman. Alors qu'il n'a comme seule relation avec la France que l'amour pour notre pays. Absolument. Ça, entre Romain Gary et le Bangladais qui demande l'asile en France, il y a un monde incommensurable. Or, on sait qu'aujourd'hui, les 3 pays dont les demandeurs demandent le plus d'asile en France sont dans l'ordre l'Afghanistan, le Bangladesh et la Turquie. Or, l'asile ne leur est pas accordé, surtout pour les Bangladais. Et la difficulté, c'est que, on y reviendra si vous voulez bien dans le détail, une fois qu'ils sont entrés sur le territoire national, une fois qu'ils ont mis l'État devant le fait accompli, eh bien, ils ne peuvent quasiment pas revenir dans leur pays d'origine. Ne serait-ce que parce que nous n'avons pas d'ambassade en Afghanistan. Donc comment voulez-vous organiser le rapatriement de tous ces Afghans qui n'ont pas obtenu le bénéfice de leur demande d'asile? Et c'est très important, on peut enchaîner là-dessus, Philippe Fontana, c'est que en fait, vous dites dans votre livre que pratiquement, pas à 100%, mais les gens qui arrivent, entre l'aide des associations, les aides juridiques, les subventions auxquelles ils ont droit presque, très vite, sinon immédiatement, c'est très difficile qu'ils repartent. Bon, on va reprendre quelques chiffres. Je vous disais qu'en 2012, il y avait 61 000 demandeurs d'asile. Oui. Et sur ces 61 000 demandeurs d'asile, l'OFPRA ne leur accordait ce droit qu'à 10% des demandeurs. Aujourd'hui, l'OFPRA accorde ce droit à 25% des demandeurs. Ensuite, ceux qui ont été déboutés par l'OFPRA peuvent saisir la Cour nationale du droit d'asile qui leur donne raison sur 40% des dossiers. C'est-à-dire que vous avez... En plus, c'est oui, ça, ouais, vous avez des chiffres très simples. Ouais. En France, sur 100 demandeurs d'asile, in fine, vous en avez seulement 60 qui sont déboutés. Or, sur les 60 qui sont déboutés, en 2012, vous aviez 22% de reconduction à la frontière. Mmh. En 2022, vous n'en avez que 5,6%. Donc, la personne qui demande d'asile en France, elle a toutes les raisons, elle a toutes les chances pour rester sur le territoire national. Elle arrive, elle demande l'asile, elle est logée.
C'est une directive européenne qui nous y contraint. Un accueil digne. Au bout de 6 mois, elle a le droit de travailler. Avec les délais. Automatiquement. Au bout de 6 mois. On peut faire un peu d'histoire. 85, c'est la circulaire Fabius qui donne le droit de travailler à tout demandeur d'asile immédiatement. On est arrivé à ce que maintenant on soit passé de 9 mois à 6 mois. Et encore une fois, c'est une directive européenne qui nous l'impose. Donc la personne peut travailler au bout de 6 mois. Malgré les 103 millions d'euros accordés annuellement à l'OFPRA et aux 48 millions alloués annuellement à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, elle a autant de budget que les 8 cours administratifs d'appel dans toute la France. Bien, malgré ces budgets colossaux, il faut à minima 1 an pour qu'une personne voit sa demande traitée entre l'OFPRA et la CNDA, alors même que les chiffres, et c'est là où on voit encore une fois le paradoxe, les chiffres contenus dans la législation ne sont pas du tout les mêmes, les chiffres imposants. Par exemple, une personne qui vient d'un pays d'origine sûre, l'OFPRA devrait traiter sa demande en 15 jours. Oui. Et la CNDA devrait traiter son recours en 5 semaines. Donc vous voyez, entre le réel et ce que prévoit le législateur, il y a un vide, encore une fois, très important. Vous me parliez des associations. La première action des associations, c'est de contester systématiquement la liste des pays d'origine sûre qui est définie par l'OFPRA. Et le plus souvent, avec raison. La Serbie, non, c'est pas un pays d'origine sud. La Turquie, non, c'est pas un pays d'origine sûre. Oui. À chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la meilleure manière de traiter la demande d'asile, c'est de faire le constat, et d'ailleurs ici en point, à la CNDA et à l'OFPRA, avec des dizaines de personnes qui travaillent sur des implications géopolitiques, c'est est-ce que ce pays est sûr ou pas ? Est sûr ou pas, avec une présomption. Évidemment qu'une personne qui est persécutée par le pouvoir géorgien peut demander l'asile en France, et elle l'aura. Mais on ne parle pas de l'immense majorité. Donc, vous voyez, on prend toujours l'exemple du vrai demandeur d'asile, de celui qui est vraiment persécuté dans son pays, pour masquer la réalité économique. En France, encore aujourd'hui, sur les 325 000, il y a 325 000 personnes qui obtiennent un titre de séjour. On va schématiser, il y a 110 000 étudiants, il y a 90 000 personnes pour le regroupement familial, il y a déjà 50 000 personnes qui obtiennent leur venue régulière en France pour des considérations humanitaires. Vous avez les 325 000 qui regroupent toutes les demandes, et ensuite vous avez les 156 000 demandeurs d'asile. Donc aujourd'hui, c'est devenu la filière pour obtenir une régularisation en France. On va en parler après cette petite pause, et on va parler d'économie, parce que l'économie joue un rôle au moins aussi important que le politique, et on aimerait vous en parler, Philippe Fontana. À tout de suite. Le droit d'asile, vous avez des questions sur ce sujet brûlant, Philippe Fontana est là pour y répondre au 0826 300 300. On attend vos appels, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le tsunami du droit d'asile, un droit d'asile qu'il faut dire, je ne sais pas s'il est déformé, je ne sais pas s'il est troqué, je ne sais pas s'il est dévoyé ou autre. D'ailleurs, vous le dites vous-même, le système dévoyé, coûteux et militant, dites-vous Philippe Fontana. Mais parlons un peu, vous en parlez dans votre livre aussi, on parle de politique, mais il y a aussi cette espèce d'incitation économique en disant chez certains, eh ben oui, mais enfin, dans les métiers en tension, ce qu'on appelle les métiers en tension, on a besoin d'immigration. D'abord, ils coûteront moins cher, c'est clair, ils seront prêts à accepter beaucoup de choses, on le voit, un certain nombre de métiers. Est-ce que ça ne joue pas ça aussi, quelque part, fortement ? Oui, parce qu'il y a une certaine coalition qui fait croire que la demande d'asile est encore appuyée sur des réalités, alors qu'en fait, elle est économique. En fait, soyons clairs, parlons clair, puisque vous aimez cette expression. La personne qui vient solliciter l'asile en France, elle ne va pas attendre les 6 mois pour travailler, puisque la plupart du temps, elle est dans un CADA. Or, qu'est-ce qu'elle fait dans un CADA ? On ne lui apprend même pas le français. Centre de droit d'asile. Centre d'accueil des demandeurs d'asile. Voilà. Donc, cette personne, c'est
c'est naturel qu'elle cherche à travailler pour aider sa famille qui reste dans son pays. Alors, une des caractéristiques du droit d'asile, c'est lorsqu'on est réfugié, lorsqu'on obtient le fameux sésame, on a le droit de faire venir toute sa famille par le regroupement familial sans les bornes qui ont été établies en matière de regroupement familial sur une immigration classique. Il n'y a pas l'obligation d'obtenir, de pouvoir disposer d'un appartement et d'un certain nombre de revenus. Ah, vous voulez dire que quand on a le droit d'asile, on est quelque part, on peut faire venir sa famille tout de suite. Et c'est même une obligation qui pèse sur l'État. Alors justement, parlons-en. Donc il y a ce côté économique incontestablement, la main-d'œuvre, les métiers en tension, on a besoin de ça. Et cette espèce et puis on a vu cette situation régulière mais au fond, quand on lit votre livre, Philippe Fontana, on se dit, mais attendez, il n'y a plus de garde-fou. Je veux dire que la machine avance, qu'on s'en réjouisse pour certains, qu'on le déplore pour d'autres, mais on ne voit pas du tout, alors on va en parler, mais comment il pourrait y avoir des freins, le Parlement européen fonctionnant comme il fonctionne, on l'a vu dans le Covid et autres, la Commission européenne faisant ce qu'elle veut, où peut-il y avoir des garde-fous, au moins des freins à tout cela? Bon, le garde-fou, c'est la frontière. Qu'elle soit nationale ou européenne. Vous dites qu'il y a pas si on n'a pas de frontières, il n'y a pas de pays. Un pays sans frontières, ça n'existe pas. Ça me paraît évident, mais c'est pas l'idéologie des promoteurs du droit d'asile dévoyé. Quand vous voyez le député Carême au Parlement européen, sur sa sacoche, il y a écrit « No border ». Pas de frontières. Et donc, lui fait partie de tous ces gens qui se servent du caractère sacré du droit d'asile pour faire rentrer des migrants économiques, puisque pour eux, il n'y a pas de frontières. La France est un pays d'accueil sans limite. Donc la frontière, elle est soit étatique, c'était la frontière avant Schengen. D'ailleurs, le président Mitterrand était très rétif envers Schengen. Il sentait quand même qu'il y aurait des répercussions, et c'est Jean-Marc Sauvé qui est un des peurs. Cela dit, le président Mitterrand a fait voter Maastricht, quand même. On en tire les conséquences aujourd'hui, mais en tout cas, il sentait. Il ne s'est pas opposé à Schengen, mais il sentait que ça serait un changement. En fait, depuis 30 ans, il y a un changement de souveraineté, il y a un changement de frontières. Donc on est passé d'une souveraineté nationale à une souveraineté européenne, même si c'est un oxymore. Donc la frontière, elle n'est pas défendue nationalement, elle est défendue européennement. Or, le Parlement européen vient de voter le 20 avril un texte qui permet la négociation entre la Commission, le Parlement et le Conseil. C'est le fameux trilogue, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et dans ce texte... 20 avril dernier, là. Oui. Alors que ça fait depuis 2020 que la Commission européenne a lancé son pacte sur la migration et l'asile. Et le précédent pacte qui n'avait pas abouti, c'est en 2016. Donc effectivement, l'Union européenne n'arrive pas à traiter la question de l'asile, en particulier, et la question de la migration. Et donc, ce fameux accord pour négocier comporte la relocalisation. Et j'écoutais avec beaucoup d'attention votre précédente invitée, le député LR de Mayotte, qui parlait du danger de la relocalisation. Mais en fait, la relocalisation, ça arrange les Italiens. C'est pour ça qu'il y a cette friction entre les Italiens et les Français sur la migration et sur le caractère d'asile. Parce que les Italiens disent, on n'en peut plus. On aimerait bien que vous preniez à votre compte un certain nombre de migrants. Que vous preniez votre part. Et qu'on prend notre part. Et donc, en fait, à force de prendre la part, c'est comme les CADA. Les CADA, à l'origine, c'était en Île-de-France. Et maintenant, les CADA, on les retrouve à Saint-Brévin. Donc, non seulement... Calac et ailleurs, oui. Il y a les CADA à Saint-Brévin et dans la ville que vous avez citée. Mais il y a pire que la relocalisation. Il y a la réinstallation. Monsieur Berkoff, est-ce que vous savez que non content d'accueillir des réfugiés sur le territoire national, il y a un programme monté entre la France, l'Union européenne et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui impose à la France d'aller chercher des demandeurs d'asile, ceux à qui le HCR a reconnu la qualité de réfugiés dans l'Afrique subsaharienne. Entre décembre 2017 et février 2019, la France s'était engagée sur 10 000 réinstallés. Vous savez combien on en a réussi à en réinstaller ? Combien ? 9 960. Alors pour une fois que la politique française marche, en tout cas, elle marche sur la réinstallation. Donc il y a la délocalisation et la réinstallation. Bon, donc en fait, il faut bien comprendre que
La migration, c'est un sujet qui est partagé entre l'Europe et la France. Mais il faut s'y investir. Quand on prend la directive du 26 juin 2013, directive procédure, directive accueil, elle permet à un État de déclarer irrecevable une demande d'asile si la personne est passée par un pays tiers sûr. Donc, on reprend la lente migration d'un Afghan ou d'un Bangladais. Le Bangladais, peut-être qu'il va passer par le Pakistan. Bangladesh, Pakistan, c'était un peu pareil jusqu'à début de la guerre des années 70. Ensuite, il va passer par l'Inde. Ensuite, il va passer par un certain nombre d'États avec qui il aura plus de relations qu'avec la France. Eh bien, cette directive n'a pas été transposée ni dans la loi Immigration-Asile de 2015, ni dans la loi Immigration-Asile de 2018. Donc, lorsqu'on parle d'Europe, la France, l'État, le gouvernement pourrait se saisir de ces subtilités juridiques pour faire baisser la demande d'asile dévoyée. Oui, ça, encore faut-il qu'il en ait la volonté, ce qui n'est pas du tout joué, mon cher maître. Mais vous savez ce que le général de Gaulle évoquait en parlant de Lebrun en 40. Encore faut-il qu'il y eût un État et encore faut-il qu'il y ait un chef. Voilà, bon. Tout est dit. C'est une volonté politique. Et pourquoi j'ai écrit ce livre ? Pour nos concitoyens. Bien sûr. Pour qu'ils sachent ce qui se passe en matière d'asile et en matière de dévoiement de ce droit sacré. Et qu'ils aillent voter aux prochaines élections européennes parce que ça en vaudra la peine eu égard à la situation. Lucien, nous avons des auditeurs. Nous avons beaucoup d'auditeurs qui nous appellent sur le sujet du droit d'asile, et on commence avec Anna-Maria de Bagnères de Bigorre. Bonjour Anna-Maria. Bonjour Anna-Maria. Bonjour. Très très contente de pouvoir prendre la parole. Alors, bien sûr qu'il y a le droit de retrait, donc je suis traductrice-interprète. Oui. Et donc, en tant que traductrice-interprète, j'ai eu, bien sûr, depuis 1992, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de migrants. Oui. Dans ce cas précis, c'est des migrants roumains et hongrois. Voilà. D'accord. Donc, bien sûr qu'un traducteur fait que traduire. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas assisté à des situations complètement folles. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le régime de Ceausescu est tombé en 1989. Oui. Et donc en 92, j'ai commencé à être traductrice-interprète. Oui. Et 93 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vu des gens qui demandaient des droits d'asile. Depuis la Roumanie. Bon. Oui, alors que le régime est tombé il y a plus de 20 ans. 89. 30 ans. Alors, pour vous dire que mes parents et moi-même, enfin, surtout mes parents, ils ont demandé 20 ans de partir, de quitter la Roumanie. Et donc, vous savez très bien la réalité. Donc, voilà. Donc, on a été complètement bâillonnés, complètement, voilà. Mais Anna-Maria, ce que vous dites, vous, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, 30 ans après, ou Roumanie ou Hongrie, qui profitent, en fait, ce sont des pays aujourd'hui qui ne sont plus en dictature. Depuis 89. Voilà, ça demande toujours. Alors, le problème, c'est la plus grande hypocrisie que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle les sans-papiers. C'est pas les sans-papiers parce qu'on ne veut pas leur donner les papiers, c'est qu'ils jettent leurs papiers à la frontière. Et la loi française dit que si la personne n'a pas de papier, on ne peut pas dire d'où elle venait, et donc on ne peut pas la renvoyer dans son pays. Et entre le moment où il demande le droit d'asile, où il rentre dans une association qui n'a ni les moyens, n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout, donc c'est juste de la poudre aux yeux, parce que ces gens-là, ils sont, voilà. Le problème, c'est que ces gens-là, 3 mois après, quand il y a une réponse qui arrive administrative dans une fausse adresse, ou dans des adresses loufoques, s'ils sont hongrois en Roumanie, inversement, les gens sont déjà partis et clandestinement assis quelque part. Sont, voilà. Etc. Bien sûr, bien sûr.
Voilà, le problème, c'est que je n'ai pas le droit, si vous voulez, de m'exprimer, mais je pense que depuis 92, je ne dis pas qu'aujourd'hui on demande des droits d'asile, mais on jette les papiers. Et donc, Très si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, je sais que tu dois prouver ton identité. Donc, si tu veux avoir une demande ou quoi que ce soit, il faut que tu prouves. Bien Chez sûr. nous, c'est à l'envers. À l'envers, c'est-à-dire que si tu n'as pas les papiers, automatiquement, tu as tous les droits. Voilà. Anna-Maria, merci. Oui. Justement, on Bon. n'avait pas évoqué Oui. ça. Philippe Fontana, c'est intéressant. Les gens qui jettent leurs papiers, voilà, vous me demandez des papiers, moi j'ai pas de papiers, et puis débrouillez-vous. Alors, justement, madame a apporté un synonyme. Vous évoquez la tartufferie, madame, et évoque l'hypocrisie. C'est très vrai. Mais l'Union européenne se défend quand même. Il y a Eurodac, qui est un mécanisme qui permet de prendre les empreintes digitales de toute personne arrivant à la frontière. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une personne qui arrive d'un pays tiers sûr ou d'un pays d'origine sûre à la frontière? Est-ce qu'on le refoule? C'est ce que font les Grecs. Ou est-ce qu'on l'accueille le temps d'examiner sa situation? Vous voyez, il y a, c'est toujours le paradoxe Déjà, là, entre Frontex, entre ceux qui souhaitent essaient de pousser contrôler, le curseur vers l'humanitaire, et ceux qui disent non, vous venez de la Turquie. On retourne toujours au même point nodal. Lucien? Restez bien avec nous, chers auditeurs, c'est votre moment. Vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Et après la pub, on ira voir Edgar de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkoff avec Philippe Fontana, avocat, pour son livre La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Et vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille tout de suite Edgar de Paris. Bonjour Edgar. Bonjour. Bonjour Edgar. Bonjour Sud Radio. À vous Edgar, on vous écoute. Bonjour Monsieur Berkoff. Alors, Bonjour. je vais vous dire, j'ai été avocat au barreau de Paris pendant 10 ans. Ouais. J'ai donc fait l'asile jusqu'en juillet. J'ai arrêté de travailler en juillet 2021. D'accord. J'ai entendu les chiffres que mon confrère m'a donné. Là, j'ai sursauté. J'ai sauté de ma chaise. Non. Ouais. Les chiffres qu'il donne, non. On n'est pas à un taux d'admissibilité de 40%. On est dans les belles années entre 8 et 12%. Et je vais rajouter quelque chose de pire encore et de plus cynique. Allez-y. C'est que maintenant, on a ce qu'on appelle les ordonnances. C'est-à-dire que les ordonnances, c'est-à-dire que votre demande est rejetée au stade de la recevabilité. Vous ne franchissez même pas l'obstacle de la recevabilité. Vous savez, Monsieur Berkoff, vous allez à Montreuil, regardez juste sur les panneaux comment c'est affiché. Et là, ce que je vous donne, c'est les ordonnances. Les ordonnances. C'est les panneaux, attendez, c'est affiché sur les panneaux, sur des panneaux à Montreuil, c'est ce que vous c'est dites. public, oui. Ouais. C'est affiché, mais pas les ordonnances, évidemment, parce que les ordonnances, c'est la demande est rejetée avant même, elle ne franchit même pas l'obstacle de la recevabilité de la CNDA. Donc 10 ans de pratique de CNDA, quand même, je sais un peu de quoi je parle. Alors je vais répondre à... Ça ne va pas. Je vais répondre à Philippe mon Fontana ancien vous répond. confrère. Oui. Bon, alors, mon cher confrère, d'abord, j'invite tous les auditeurs de Sud Radio à procéder au fact-checking, c'est-à-dire d'aller sur le site de la CNDA, sur le site de l'OFPRA, et de confronter mes chiffres aux rapports annuels de ces deux institutions. Bon, et on verra lequel d'entre nous donne les bons chiffres. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'en profite pour rappeler que toute personne qui présente une requête devant la CNDA bénéficie automatiquement de l'aide juridictionnelle. Donc, il faut que tous les auditeurs de Sud Radio sachent que leurs impôts contribuent pour les demandeurs d'asile qui ne sont pas satisfaits de la décision de l'OFPRA à permettre à la personne qui a été déboutée de retenter sa chance devant la CNDA, et c'est une exception. Troisièmement, je rappellerai que mes confrères ont organisé plusieurs fois devant la CNDA, pour des raisons qui leur appartiennent, des mouvements
qui vise à faire renvoyer les affaires. Et ça fait perdre de nombreux mois, voire une année, et ça permet aux requérants de rester de manière régulière sur les territoires nationaux. Donc c'est quand même des considérations qui sont réelles. Mon livre est justement extrêmement documenté. Ce n'est pas un livre qui a été fait pour des raisons idéologiques, et à chaque fois, je m'appuie sur des rapports pour que chacun puisse bien prendre conscience. Je terminerai sur les ordonnances. Quand mon confrère parle des ordonnances d'irrecevabilité, c'est peut-être 5%, au grand maximum. C'est-à-dire que, justement, le projet du gouvernement, c'est de faire passer l'examen des requêtes devant la CNDA, non pas devant plusieurs magistrats, c'est-à-dire un président et 2 assesseurs, mais de le faire passer devant un juge unique, comme on le fait pour les pays d'origine sûre, ces mêmes pays dont la liste est contestée régulièrement par les associations. D'accord. Je voudrais peut-être qu'on prenne un dernier. Oui, rapidement, on a le temps de recevoir Emmanuel de Pessac. Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, on vous écoute. Bonjour André, bonjour à votre invité et à toute l'équipe. Alors je vais être rapide parce que c'est la fin. Oui, bon, vous avez une citation de Camus que vous citez souvent, c'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Puisqu'on parle de justement toutes ces juridictions, alors là on est effectivement dans le technique, mais il faut savoir qu'il y a quand même une enquête européenne qui a montré qu'un tiers des juges de la CEDH étaient quand même financés ou ex-financés par les organisations de Soros. C'est ce que, effectivement, on a eu quelqu'un qui nous a corroboré ça. Voilà. Je ne fais que du factuel. Grégoire Pepin, un bateau comme Ocean Viking, c'est 15 000 € d'affrètement par jour. Et il n'y a pas d'adhérent. Il faut bien que quelqu'un, comme disaient les Anglais, qui paye, décide. Enfin, follow the money, ils disaient exactement. Donc, tant qu'on a les institutions qui sont financées par des projets qui sont effectivement, pour le coup, pas ceux que décident les peuples, mais ceux que décident certaines personnes, eh bien, on n'en sortira pas, parce que vous aurez toujours une confrontation avec des juges qui, pour prendre des décisions, on pourra toujours mettre 10 ans à les à les contester, mais tant que ces juges seront effectivement sortis de ces organisations, ils prendront les mêmes décisions. Et j'avais une dernière chose, juste une citation d'un ancien diplomate anglais de mémoire, qui reprend aussi des émissions sur lesquelles vous m'avez permis d'intervenir avant, et il disait « Nommez toujours un Français à la tête d'une organisation supranationale, parce que c'est le seul qui ne défendra pas ses intérêts. » Oui, c'est méchant, mais pas faux. Il est vrai que la CEDH a condamné la France parce que celle-ci avait renvoyé un Tchétchène en Russie, alors même que celui-ci avait été condamné pour des faits de terrorisme. Et il est vrai que la CNDA a débouté l'OFPRA quand celle-ci avait refusé le droit d'asile à encore un autre Tchétchène qui avait été condamné pour des faits de terrorisme. Donc c'est vrai que les juridictions qui travaillent sur l'asile sont des juridictions qui ont des jurisprudences extrêmement libérales. Et peut-être peut-on dire idéologisées. Alors, je vous renvoie à mon livre et à sa partie sur la CNDA, et je crois que mon confrère en fera son miel, parce que quand je parlais de collégialité, vous avez un président, un assesseur, ce qu'on appelle assesseur Conseil d'État, et un assesseur HR. Et c'est vrai que chez certains, et je fais bien attention de dire certains assesseurs HR, il y a une idéologie qui peut surpasser la lecture du droit. Mais je le renvoie à la lecture de mon ouvrage. Écoutez, on vous renvoie tous, chers auditeurs Sud Radio, résidents Sud Radio, à la lecture de l'ouvrage de Philippe Fontana. En tout cas, vous avez les faits, à vous de juger et à vous de voir si vous êtes d'accord ou pas. Mais vous savez, toujours mettre les points sur les i et tout sur la table. C'est ce que nous faisons. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Philippe Fontana pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. Tout de suite, l'émission de Brichelay. À tout de suite sur Sud Radio.